Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Notre soleil du jour prête sa voix, son souffle et son énergie à une légende qui continue de traverser le temps. Sur la scène de Bobino, elle incarne actuellement Joséphine Baker dans une adaptation saluée pour sa vitalité et son élan porté par une interprétation habitée qui séduit autant les nouveaux spectateurs que ceux qui avaient déjà découvert le spectacle auparavant. J'ai moi-même assisté à quelques instants de cette représentation devant une salle presque complète, on peut dire quasi complète, traversée par une énergie rare, un samedi après-midi. Aujourd'hui, nous allons porter cette rencontre entre une artiste contemporaine et une icône éternelle. Bienvenue, Shaina. Bonjour, merci. Oui, c'était très bien samedi, un peu court pour moi, mais voilà, c'était très très bien. Alors justement, aujourd'hui, tu incarnes Joséphine Baker à Bobino. Dans quel état d'esprit es-tu en ce moment au cœur de ces représentations qui, en plus, il y a prolongation? Tout à fait. Prolongation jusqu'au mois d'avril. Oui. On a commencé au mois d'octobre avec déjà 4 mois non-stop avec 5 représentations par semaine, donc quand même un bon challenge. Et voilà, moi, je prends beaucoup de plaisir à interpréter cette femme qui est assez incroyable, hein, qu'on se le dise. Oui. Ça a été un vrai honneur pour moi déjà d'être appelée pour pouvoir récupérer ce rôle au moment où ils avaient besoin d'une nouvelle personne. Beaucoup de stress à la base quand même parce que faut être à la hauteur d'une icône pareille. Oui. Mais au final beaucoup de lâcher prise. C'est vrai que en regardant des vidéos d'elle, en regardant des documentaires et en me renseignant encore plus sur elle, parce que en fait malheureusement je connaissais pas toute sa vie. C'est vrai que je trouve que c'est quelqu'un dont on parle pas assez on parle des grandes lignes, mais en fait sa vie elle est tellement riche, tellement pleine de tellement de choses. De rebondissements. Exactement. Et puis, et on peut dire aussi d'engagement. Ah oui, complètement. L'engagement, hein. Et justement, parce que toi, sur scène, il y a une sacrée énergie quand même, hein. Et puis, et là, de la fraîcheur aussi dans cette nouvelle adaptation. Je dis pas que les autres n'étaient pas bien, hein. On voit que l'équipe, finalement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau, ils retravaillent aussi bien un sûr, peu complètement. voilà, la mise en scène, l'écriture, pas forcément, mais quand même sur la mise en scène. Oui, complètement. Le but aussi, là, avec une résidence comme ça, avec autant de dates, là, c'était la première fois que le spectacle avait la chance d'avoir autant de dates, et surtout au Théâtre Bobino, 5 fois par semaine, en spectacle principal du théâtre pendant cette période-là. C'est sûr que forcément, faut toujours essayer d'aller chercher le plus et de faire grandir les choses au fur et à mesure des années que le spectacle vit. Essayer de le perfectionner, d'apporter, d'écouter aussi les critiques, les commentaires, et puis de faire en sorte que les salles se remplissent et que ça continue de... Et je tiens quand même à souligner que la salle était quasi pleine samedi, complètement, sachant que c'était la représentation de 16h30. Oui, complètement. Non, franchement... Et intergénérationnel. Oui, c'est ça. Le public. C'était magnifique. Oui, complètement. C'est ça que j'aime bien moi aussi, c'est le fait de pouvoir vraiment toucher toutes les générations, de voir la diversité aussi dans le public. Et puis il y a des gens qui viennent en connaissant déjà une partie de sa vie, et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui ressortent et qui en apprennent, voilà, c'est ça, qui ne connaissaient rien, et qui ressortent et qui me disent ça me donne envie d'aller regarder des documentaires, me renseigner encore plus sur elle. Donc c'est génial de pouvoir faire perdurer la mémoire d'une personne comme ça. Qu'est-ce que tu as souhaité apporter de plus personnel à cette Joséphine? Je dis cette Joséphine parce que c'est la tienne, celle-là, celle que tu joues actuellement. Complètement. J'ai vraiment cherché à lui apporter, je pense, ma spontanéité à moi. Je pense qu'elle, c'était quelqu'un de très, très spontané. Et moi aussi, dans la vie de tous les jours, je le suis beaucoup. Du coup, j'ai vraiment laissé ma spontanéité, mon honnêteté et ma transparence aussi, de faire de chaque show un moment vraiment un peu unique. Oui, parce que samedi, la scène à laquelle j'ai assisté à un moment donné, c'est quand tu joues avec quelqu'un du public. En fait, c'est complètement spontané, complètement improvisé. Oui, complètement. C'est ça, en fait, c'est de se dire que
que même si on joue plusieurs fois, en plus, c'est vraiment l'exercice qui est important quand on est en résidence comme ça et qu'on fait la même chose tous les jours. Et ben justement, c'est aller chercher avec et le public, parce qu'on a la chance d'être sur un spectacle où on interagit quand même beaucoup avec le public. C'est quand même un théâtre qui est grand, mais qui est quand même assez, comment dire, j'ai pas envie de dire minimaliste, mais on se sent proche des gens. Intime. Voilà, Il est familial. C'est ça. Hein, il est familial. Et du coup, d'aller chercher dans chaque énergie, dans chaque journée, et puis même nous, en fonction de ce qu'on vit dans notre quotidien, de comment on se sent sur le moment T, etc. Oui. Et de vraiment aller chercher, ouais, c'est ça, l'originalité, la spontanéité, et ouais, l'honnêteté du moment. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire en me disant, même le jour de la première, je sais que on n'avait pas eu beaucoup de répétitions, et du coup, mine de rien, c'était assez stressant. Et en fait, je me suis dit très rapidement, lâche prise, fais-toi confiance, et puis fais confiance aussi au personnage qui t'accompagne et qui est quand même là. C'est quand même une scène où elle a eu la chance d'être aussi. Oui, donc là, de pouvoir jouer là où elle a joué son dernier spectacle, c'est quand même assez fou, quoi. Et toi, à quel moment tu as senti que ce rôle devenait plus qu'un rôle pour toi? Je pense à la première. Dès la première? Ouais, dès la première, j'ai senti qu'en fait, le stress et le fait de pas avoir eu tant de répétitions que ça, d'avoir fait notre premier filage la veille de la première, mine de rien, c'était des conditions qui étaient quand même assez stressantes, et de me rendre compte qu'en fait, sur le jour J, le moment même, en fait, j'étais pas si stressée que ça, parce que je faisais confiance au personnage, et que j'étais vraiment dans un esprit de me dire, en fait, elle avait peur de rien, en fait. Et du coup, aie pas peur, fais confiance. Fais-toi confiance à toi et au perso. Et puis, vous avez quelques similitudes dans le sens où, pour revenir un peu à ta propre histoire, avant, on va reprendre un peu Joséphine après, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton propre chemin, parce qu'en fait, ce qui est touchant, c'est les histoires personnelles. Elles portent souvent des héritages comme ça qui sont invisibles. Et finalement, Joséphine, elle a traversé le monde en emportant avec elle ses racines, ses langues, ses mémoires. Et cette dimension-là, toi, tu l'as fait aussi un peu quand même, parce que tu viens de la Guyane. Moi, je suis née en France, mais mon papa vient de Guyane. Moi, je suis pas une vraie Guyanaise dans le sens où D'accord. Je suis pas née. Oui. Mais mon papa, lui, il est né à Sainte-Lucie, pour être plus précis. Donc, c'est pas en Guyane, c'est vraiment dans les Caraïbes, une petite île qui est en face de la Martinique. Oui. Mais sa maman habitait en Guyane, et du coup, il a vécu un peu sur les deux territoires. Et après, il est arrivé en France à l'âge de 18 ans, si je dis pas de bêtises. D'accord. Mais j'ai toujours eu beaucoup de famille là-bas, et j'ai toujours été très proche de ma famille qui était là-bas. J'y suis allée plein de fois petite. Mais ouais, dans un sens, en fait, quoi qu'il arrive, c'est des histoires enfin, même le fait d'être une personne racisée, d'être une artiste, mine de rien, c'est forcément un combat aussi qui me parle, et qui se rapproche dans un sens à mon histoire aussi. Et c'est pour ça, de pouvoir partager des valeurs aussi communes, et de pouvoir les transmettre sur scène tous les soirs devant des centaines de personnes. Ça, c'est magique. Oui, c'est un héritage. Je t'ai justement entendu échanger en créole vite fait comme ça avec une de tes collaboratrices, et ça m'a fait chaud au cœur, et je dirais, qu'est-ce que ça change dans un espace artistique comme ça, de pouvoir retrouver de temps en temps des rapports avec sa langue ou ses sonorités d'origine, quoi. Ça fait du bien. Ouais, c'est ma maquilleuse Laura qui est guadeloupéenne, et qui du coup parle créole, et c'est vrai que ça fait du bien même de pouvoir juste de pouvoir avoir cette énergie qui est hyper solaire, on va pas se mentir. Moi, je trouve que c'est des origines, les gens qui viennent des îles, des Antilles, etc. C'est toujours très solaire, ça fait du bien. C'est des gens qui se prennent pas trop la tête. Ouais, puis c'est parti comme ça, naturellement. Ouais, c'est ça, voilà. Et du coup, dans un cadre de travail, c'est vrai qu'on dit que le travail, le plus important, c'est pas tant ce qu'on fait, c'est aussi les gens avec qui on le fait, parce que mine de rien, ça fait beaucoup. Et d'être entouré de personnes bienveillantes, avec qui envoient des bonnes énergies, et avec qui on se sent bien, c'est hyper primordial, surtout quand on est sur des résidences longues comme ça, où mine de rien, même si on adore ce qu'on fait, il y a forcément des moments où on n'a pas envie, où on est fatigué, où le corps, il a juste pas envie d'être là, il a envie d'être au fond de son lit. Et du coup, de savoir qu'on a ces gens-là autour de nous, moi, je sais que c'est vraiment un facteur qui est très motivant. Parce que représentation du samedi, c'est quand même deux représentations. Une à 16h30 et une à 21h. C'est ça. Donc pas beaucoup de temps entre les deux, c'est... Pas du tout, on a une heure pour manger entre les deux, et après c'est reparti. Se reposer un petit peu, peut-être se ressourcer.
Ouais, franchement, à peine. À peine, à peine. À peine. Non, Oui, parce que, quand... en fait, on quand finit on est vers sur... 18h30. Ouais. Le temps de se changer, on dit qu'on est prêt à manger pour 19h. Ouais. Et en fait, à 20h, il faut retourner parce qu'on se refait équiper, on se refait coiffer. Moi, je me refais poser la perruque, les retouches, etc. Donc, non, ça va très vite. Oui, en plus, quand on est comme ça avec beaucoup de monde autour et après le public, on prend de l'énergie des gens. Hein. Ah, bien sûr. Moi, en plus, moi qui suis très sensible aux énergies en général, c'est vrai que socialement parlant, c'est des métiers qui sont merveilleux, mais très énergivores. Bien sûr. Et du coup, il faut savoir aussi mettre ses barrières, trouver son temps à soi-même et pouvoir trouver le bon équilibre pour justement ne pas trop s'épuiser trop vite. Parce que c'est un peu le risque du métier, je trouve. C'est de perdre un peu le goût de la passion juste par fatigue émotionnelle ou sociale. Et dis-moi, est-ce que ton héritage donc, culturel, ton héritage hérité, on va dire, par la famille, est-ce que ça influence ta manière de chanter ou d'habiter la scène, même inconsciemment? Non, honnêtement, je pense pas. Non, d'accord. Je pense pas parce que j'ai toujours eu une certaine façon de... Quand je vois des vidéos de moi petite, ma maman a filmé beaucoup de choses au caméscope. Oui. Et c'était des périodes où j'étais pas encore allée ni en Guyane, ni à Saint-Lucie, j'avais pas encore fait les voyages. Et j'avais déjà cette manière de me mouvoir, d'être. Donc tu es née comme ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment dans ma nature et même quand je vois ces vidéos-là, je me dis mais j'ai pas trop changé. Hein. Et quel est ton premier souvenir où la musique ou la scène a pris une place importante dans ta vie? Moi, je me souviens du premier micro que j'ai eu au Noël de mes 5 ans, où j'avais demandé un micro. C'est un micro qui faisait des sons un peu bizarres, mais juste pour pouvoir avoir un objet avec lequel faire des spectacles devant mes parents. Est-ce que c'est le micro avec l'espèce de petite radio qu'on trimballait partout, là? Maintenant, il est un peu plus développé. À l'époque, mais à l'époque, je parle. Mais à l'époque, c'est ça. Il était rose et bleu. C'est ça. Et c'était très drôle. C'était très drôle. Donc ça, c'est un peu un de mes premiers souvenirs concrets. Après, moi, je suis rentrée dans un chœur quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans. Et en fait, on a très vite fait des scènes assez importantes. Le Théâtre du Châtelet, l'Opéra Bastille, l'Olympia quand j'avais 11 ans avec pour le Festival Radio France. Donc on a fait quand même pas mal de choses assez folles. Et après, je dirais que mon plus gros souvenir de mon enfance... en tout cas, celui qui m'a confirmé le fait que je voulais vraiment faire de la chanson mon métier, c'est, je pense, mon premier plateau télé, donc c'était The Voice Kids, où j'avais 14 ans. Et là, ça a vraiment été, vu que j'étais un peu plus mature, j'étais plus grande, plus consciente du monde qui m'entourait, du milieu dans lequel je commençais à avancer. Et du coup, là, c'était ma première approche avec vraiment moi toute seule sur scène, un public... Et des coachs surtout, et le stress, la pression de la compétition, de se dire est-ce que je vais être prise, est-ce qu'ils vont se retourner. Et c'est vraiment cette aventure qui m'a quand même marquée en me disant en fait, cette adrénaline-là, cette sensation de stress et d'angoisse et de trac avant de monter sur scène, même si c'est difficile sur le moment, c'est pour ça que je veux faire ça. Ça fait partie de moi. Complètement. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, avant d'être sur scène pour faire The Voice Kids, déjà, tu as dû passer les castings. Bien sûr. Pour pouvoir arriver sur la scène. Parce qu'on se rend pas compte, mais on n'arrive pas comme ça sur la scène. Il y a combien de castings avant? Un seul? Il y a un seul? Ah non, pas du tout. Non, j'en ai fait 4 ou 5. Hein. Avant pour être... Avant de pouvoir l'audition à l'aveugle. Oui, il y a vraiment des grosses présélections. C'est très long. Ah non, mais tu aimes le stress, effectivement. Ah oui. En plus, à 14 ans. C'est ça. Non, franchement, c'était assez... Et donc, c'est venu de toi de vouloir participer à The Voice Kids? Alors, c'est marrant parce qu'en fait, il y avait un ami de ma maman à l'époque... qui avait entendu parler, c'était la 2e saison, donc l'émission, ça faisait pas longtemps qu'elle était là, et moi je regardais pas beaucoup la télé à cette époque. Mais il y avait un ami de ma maman qui avait entendu parler de l'émission et qui avait entendu dire que les castings c'était pendant cette période-là. Et il l'avait dit à ma mère, et ma mère m'a dit écoute, j'ai entendu parler de The Voice Kids, je sais pas quoi, si jamais tu nous dis. Et moi, j'avais dit, mais je savais pas, mais oui, grave. Et donc, c'était pas mon idée parce que moi, je savais pas que ça existait. Mais par contre, c'est moi qui ai décidé de le faire et qui ai dit à ma mère que j'étais OK, que je voulais bien essayer de participer. Mais c'est marrant parce que j'avais pas tant d'attente. J'étais vraiment dans
j'étais contente, j'avais envie que ça le fasse dans l'idée et d'être prise pour pouvoir faire les auditions à l'aveugle au moins. Mais j'étais déjà assez... j'étais tranquille, quoi. J'étais dans ma petite vie en me disant, on va voir ce que ça donne, mais ça peut être cool. J'avais pas trop d'attentes non plus. Alors que je trouve que c'est une émission où souvent... autant les enfants que les parents, surtout des fois, c'est plus les parents qui forcent un peu leurs enfants. De plus en plus. J'ai l'impression. Et c'est vrai que j'avais ressenti ça sur le tournage. Beaucoup d'énergie c'est ça, des parents qui sont plus à fond que les enfants et ça se demandait pourquoi, parce que bon. Donc c'est trop bien, et en même temps, j'avoue qu'il y a tout, moi j'ai toujours un rapport un peu particulier avec le fait de médiatiser les enfants de manière générale. Et même si là il y a un cadre, etc., je trouve que c'est quand même un concept où faut faire attention, parce que moi aussi il y a eu des choses à la sortie de l'émission où j'aurais aimé ne pas être confrontée, et des choses où en fait à 15 ans on n'a pas envie de recevoir des messages de mecs qui sont beaucoup plus âgés. C'est ça. Et des trucs un peu qui sont vraiment pas ok, quoi. Et encore à l'époque il n'y avait pas encore les réseaux sociaux de maintenant. Si, moi à l'époque j'avais déjà Instagram. Oui, mais ils n'étaient pas encore aussi dingues que maintenant. Mais c'était pas aussi fou. C'était pas aussi fou, mais il n'y avait pas je trouve que c'est un peu entre les deux, parce qu'il n'y avait pas autant les réseaux sociaux, mais par contre il n'y avait pas autant non plus de prévention. Il n'y avait pas encore les MeToo, il n'y avait pas encore donc en fait les gens se permettaient quand même plus de choses. Je pense que maintenant un mec qui se permettrait plus d'envoyer des photos à caractère sexuel à une personne mineure, parce que mais ils se permettent encore, mais disons qu'on arrive à les à les attraper, quoi. Bien sûr qu'ils se permettent, mais je veux dire, tu vois, moi si aujourd'hui j'avais 15 ans, je pense que j'aurais eu conscience de plus de choses, et que j'aurais reporté, que j'aurais cherché à porter plainte, à faire des choses, alors qu'à l'époque... oui, jusqu'à là quand même, hein. Ça veut dire que tu as subi des choses... Ouais, il y avait des choses, même si c'était que par les téléphones, c'était quand même assez violent en fait, et je m'en rendais pas trop compte sur le moment, parce que je me disais, bon, c'est pas grave... Mais avec le recul, je me dis, non, c'est pas du tout ok, en fait. Oui, non, c'est pas ok. Après, il y a des gens qui ont subi bien pire, donc je suis pas de là à en faire tout un combat non plus, parce que ça serait mal placé de ma part. Mais c'est vrai que je me dis qu'il faut faire encore plus de prévention, et que j'aurais aimé même que dans une émission comme ça, on puisse avoir un accompagnement un peu plus... soutenu, et puis mais plus près, quoi, plus proche. Voilà. On peut dire que peut-être que eux-mêmes s'attendaient pas à mais maintenant, ils s'attendaient. Je pense que beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce que il y ait tout ça avec les réseaux, quoi. Au début, quand les réseaux sont arrivés, on pensait que c'était tout beau, tout joli, que tout le monde allait être ami. Mon ami. Et en plus, on pensait surtout dans les métiers artistiques, on a vraiment cru que ça allait être un élan justement pour lier tout le monde, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que je me mets à ta place. Mais quand tu as fait The Voice, l'accompagnement, parce que tu nous disais tout à l'heure que tu avais fait partie d'un chœur quand même. Oui. Moi j'ai été dans un chœur de mes 8 ans à mes 16 ans, donc quand j'ai fait The Voice, j'étais toujours dans le chœur. D'accord. Mais là c'était la première fois vraiment que j'étais sur scène toute seule, en fait, parce que j'avais été habituée à être sur scène avec une trentaine d'autres enfants, et on chantait, et c'était merveilleux, mais là c'était vraiment ma première expérience de moi toute seule. Et ouais, c'était très impressionnant. Et puis en plus avec des ambitions quand même à côté. Enfin, tout le monde a une certaine ambition. Donc parce qu'on peut dire que dans les chœurs, il y a, je sais pas comment ça se passe maintenant, mais à ces époques-là, c'était les bisounours un peu. Ouais, oui, c'était, nous c'était... Bon enfant. C'était ça. En fait, c'était professionnel, parce que quand même, bien sûr, tout en étant professionnel. Un certain cadre. C'est ça, c'était quand même un certain niveau. C'était le chœur d'enfants Sotto Voce, pour le citer, et c'est quand même un chœur qui a une grande réputation, et bien du coup, il y avait un niveau d'exigence, mais par contre, c'était quand même... c'était beaucoup d'amusement, c'était de la famille, c'était en famille, en fait. C'était ma deuxième famille, vraiment. Et j'ai beaucoup grandi aussi grâce à cette expérience-là. Ça a été, ça a été incroyable. Oui, tu as grandi musicalement, et puis c'est ta portée, quoi. Parce que de 8 ans à 15 ans, c'est quand même, on est proche des gens comme ça, on est ensemble, quoi. C'est une période de développement qui est importante pour l'enfant. Alors, je comprends cette période-là d'adolescence, c'est trop bien de pouvoir être entouré à ce point. Oui, je comprends un peu après la coupure. Et cette expérience de The Voice, après, une fois que tu as gagné, ta progression, comment tu as vécu ta progression?
The Voice, je me bonifie juste, j'ai pas gagné en The Voice Kids, mais par contre, c'est vrai que la progression était assez intéressante parce que... Moi, je dis toujours que t'as gagné, mais t'as pas gagné. Ouais, mais c'est parce que non, mais en soi, j'ai tout gagné dans le sens où en expérience, ça a été très enrichissant et ça m'a apporté aussi sur le long terme des tellement de belles choses qu'en fait... moi, je vois pas du tout ça comme un échec, le fait de pas avoir gagné. En fait, honnêtement, c'est pas du tout pour faire genre, mais j'avais vraiment pas... j'espérais pas du tout gagner. J'étais vraiment dans une mentalité où déjà, moi, la compétition, je suis pas hyper à l'aise avec ça, dans le sens où je suis quelqu'un de tellement empathique que de voir les gens être tristes ou perdre, ça me fait trop de peine. Donc, gagner face à des gens, même, je sais que ça... à cet âge-là, ça me mettait vraiment pas forcément à l'aise. D'accord. Et du coup, j'étais vraiment là pour kiffer. Franchement, quand je regarde les vidéos de mon audition à l'aveugle et de mes battles, je suis juste hyper contente d'être là et puis je donne le meilleur de moi. Et puis même au battle, je me rappelle je faisais j'étais du coup à 3 avec une fille et un garçon, Laura et Joseph, et en fait j'avais passé tout mon temps à les aider à mieux prononcer les mots en anglais, parce que moi à l'époque je parlais déjà très bien anglais, à leur dire de comment sur scène essayer d'être plus à l'aise, enfin vraiment je les avais coachés. Moi ça faisait 15 ans, mais parce que j'étais déjà un peu plus vieille dans ma tête, je pense, à ce moment-là. Et j'avais passé plus de temps à les aider eux, à bien se sentir qu'à moi réfléchir à ce que j'allais faire exactement. Et c'était trop bien parce que même à la fin, ils sont venus me remercier. Et même Laura, qui avait gagné le battle du coup à ce moment-là, elle est venue me voir en me disant mais c'est grâce à toi si j'ai gagné, Shaina, merci. Et du coup, ça, je trouve que c'est la plus belle des récompenses, de se dire que dans une aventure comme ça où on est censé être en compétition, en fait, on est juste des gens qui partageons une passion commune et qui donnons le meilleur de nous-mêmes, et peu importe ce qui gagne. Tu lui as ramené l'esprit du cœur dans lequel tu es resté avant. Donc tu étais naturellement comme ça, puisque quand on dit on te donne et toi tu donnes après, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, non, c'était pas une victoire. Et la plus belle, on va dire, le plus beau moment que tu gardes de The Voice, est-ce qu'il y a un moment particulier que tu gardes? Ouais, oui, moi je pense que c'est même pas dans l'aventure, c'est avant, quand j'ai du coup appris que j'étais prise. D'accord. Et que j'allais faire l'émission. Ils m'avaient fait une surprise où, en fait, chez mes grands-parents, il y avait toute ma famille où on devait aller manger au restaurant pour l'anniversaire de ma grand-mère, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ils m'ont annoncé que j'étais prise à ce moment-là. Il y avait les caméras, il y avait mon grand-père qui avait une tablette avec la vidéo de Nikos qui me disait « Bonjour Shaina, voilà, pour te dire ». Et pour moi, j'étais choquée, quoi. J'étais vraiment en mode « Mais quoi ?» vraiment, c'est un moment que je peux pas trop oublier. J'aimerais bien retrouver les images. Je sais qu'on avait un DVD, mais je sais pas où il est. Ah oui. Mais c'était, c'était fou. Donc, je pense que c'est le moment le plus marquant de mon aventure The Voice, c'est vraiment cette annonce. Ouais. Ah bah, écoute, on peut comprendre, hein. Ouais. On peut comprendre. Et là, aujourd'hui, on retourne un petit peu, au moment actuel avec Joséphine. Alors, bien sûr, après la première représentation, comme tu nous as dit tout à l'heure, tu n'avais pas eu beaucoup de répétitions, mais moi j'ai vu samedi, tu es chez toi, t'es à la maison. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça, c'est ça ce qui est bien quand on joue autant de fois par semaine en si peu de temps, c'est que du coup on s'imprègne quand même très vite du personnage. Oui. On rentre très vite dans quelque chose, dans des automatismes qui sont positifs et en même temps qu'il faut faire attention à ne pas laisser trop s'installer pour pouvoir créer la magie du spectacle quand même à chaque fois. Mais c'est ça qui est bien, c'est que le fait, en vrai, si j'avais eu si peu de répétitions et que j'avais joué qu'une fois par semaine en suivant, là ça aurait été compliqué. Mais là, en vrai, en une semaine à peine, j'avais déjà fait 5 shows et du coup, forcément, j'étais plus à l'aise. J'étais plus... j'avais plus de place pour pouvoir justement chercher encore plus à mettre du mien, à créer des nouvelles choses, et vraiment, comme tu dis, à me sentir à la maison. Et c'est le cas maintenant parce que le personnage, le rôle, je le connais que trop bien. Donc en fait,
Maintenant, c'est juste de me dire, où est-ce que je peux faire des petites modifs pour me faire encore plus plaisir, pour aller chercher des petites surprises, des petites nouvelles choses. Voilà, c'est ça. Et à part The Voice, dans Joséphine, quel est ton premier souvenir, et à part la première représentation, où la musique ou la scène prend une place, est-ce qu'il y en a un souvenir où ça a pris une place importante dans ta vie? J'ai fait mon tout premier concert toute seule dans une salle à côté de chez moi quand j'avais 16 ans. D'accord. Et là, j'avais fait venir du coup pour la première fois ma famille, mes amis, vraiment tous mes proches. Et c'était assez fou quand même de me dire, je chante toute seule devant tout le monde et c'est mon concert. Et les gens ont payé leur petit billet, je crois qu'il était à 5 € à l'époque, pour venir me voir sur scène. Et c'était fou. Ah oui. Donc ça, c'est un gros souvenir pour moi. Oui. Et après, honnêtement, dans ma carrière d'artiste un peu plus concrète, quand j'ai commencé à vraiment gagner ma vie grâce à ça et à vivre de mon talent, c'est aussi grâce à l'aventure Molière qui a été la plus belle aventure de ma vie. J'allais venir, merci honnêtement, je pense que c'est vraiment ça. Ça a été... c'est vraiment une aventure qui a changé ma vie, autant humainement qu'artistiquement, sur tous les plans, en fait. J'ai vraiment construit une famille... je pensais pas retrouver ça dans ma vie. Quand j'avais Sotto Voce, j'avais une sorte de grande famille comme ça, mais on était beaucoup. Et c'est vrai que depuis petite, j'avais toujours rêvé d'avoir des amis un peu référents, un peu comme dans les films, un peu comme dans High School Musical ou dans LOL, les films un peu teenage comme ça, où il y a une bande d'amis et en fait, ils font tout ensemble, ils font les 400 coups, ils vivent tout ensemble. Et j'ai vraiment découvert ça avec Molière, avec ces gens que j'ai rencontrés, avec qui on a vécu nos premiers gros plateaux télé, nos premières radios, nos premiers zéniths. C'est un truc de fou de chanter dans des zéniths. Oui. Pour moi, tu es vraiment une artiste quasi complète de scène et ça demande souvent beaucoup de persévérance. Et quels ont été les moments où il a fallu croire en toi plus fort que les circonstances? Je pense que tu m'as donné la réponse, que c'est avec Molière. Ah oui, clairement, pendant Molière, en fait, quand on se retrouve à devoir faire une tournée des zéniths, comme ça, d'un coup, avec autant de dates, puis même une performance sur scène qui est quand même très importante, et devant autant de monde, on se retrouve aussi à devoir faire des sacrifices par rapport à notre vie, à nos relations amicales aussi, où des fois, il faut que les gens y comprennent que on n'a plus le même rythme, que on doit aussi avoir une hygiène de vie hyper clean, faire attention à plein de choses en fait. C'est vrai que Molière, ça a été vraiment une école à tous les niveaux. Et j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans en 3 ans parce que j'ai appris trop de choses sur moi-même, sur les autres, sur ma capacité aussi, ma batterie sociale. J'ai pris conscience que j'avais une batterie sociale. Moi, j'ai toujours pensé être un peu illimitée parce que je suis quelqu'un d'assez hyperactif dans la vie de tous les jours. Et en fait, non, je me suis rendu compte que quand les gens en attendent beaucoup de moi, en fait, ça peut me fatiguer à des moments. J'ai besoin aussi de savoir préserver mon énergie, de savoir ne pas la donner à tout le monde et pas à tout le monde, de pouvoir aussi se rendre compte vraiment de la préciosité de chaque chose on peut dire que Molière on peut dire que Molière a changé ton expérience et a changé ta trajectoire artistique et de vie personnelle. Complètement. Aussi, les deux, en fait. Ça a changé ma vie dans le sens... ma vie était déjà merveilleuse et je faisais déjà plein de belles choses, mais ça a vraiment... franchement, je sais que c'est une expérience que j'oublierai jamais, que j'ai hâte de raconter à mes enfants plus tard. Il y a vraiment... c'est vraiment un truc de fou, quoi. La famille. Tu vois, avec le recul, tu as aujourd'hui un lien entre ton histoire personnelle et ta capacité à incarner une figure comme Joséphine Baker. Complètement, parce que c'est tous ces échecs, toutes ces remises en question, tous ces moments aussi, tous ces murs qu'on peut se prendre, parce que j'en ai pris des murs et j'en prendrai encore. Mais c'est toute cette construction de l'enfant à l'artiste, et de l'enfant à la femme puis à l'artiste, qui font qu'aujourd'hui aussi j'ai pu vraiment charger le personnage de Joséphine et en faire ma version tout en restant très fidèle à elle, tout en restant le plus proche de sa manière d'être, de ses valeurs qu'on partage aussi. Et oui, j'ai pu facilement m'imprégner sans... Et justement, je me dis...
avec si peu de jours de répétition, de pouvoir faire une prestation comme celle que je propose là à Bobino en ce moment, avec toute la modestie du monde, en étant hyper humble, c'est quand même grâce aussi à tout ce parcours et grâce à tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que je continue de vivre chaque jour dans cette Et justement, Shaina, il y a Joséphine, mais Shaina, aujourd'hui, à part Joséphine, est-ce que tu as d'autres aspirations artistiques? Oh que oui. Moi, honnêtement, si je suis totalement transparente, la comédie musicale, c'est vraiment c'est un peu mon, même si c'est vraiment un dream job, c'est quand même alimentaire pour moi dans le sens où c'est pour pouvoir vivre, pour pouvoir aujourd'hui payer mes factures, mon loyer, tout ça, et bien évidemment continuer de faire grimper cette carrière artistique. Mais moi, le principal à côté de ça, je suis auteure, compositrice et interprète. Mais c'est ça. Et du coup, voilà, là, je travaille sur mon projet, mon EP qui sort au printemps. J'ai 3 singles qui sont sortis depuis janvier de 2025, donc depuis un an. J'ai sorti 3 singles, dont un clip que j'ai financé totalement moi. Puis ensuite, j'ai signé en maison de disque depuis le mois de juillet. Et voilà, quoi, en fait, tu utilises quand même une partie de ta passion pour financer ta passion profonde. C'est ça, exactement. Vraiment, pour l'instant, tant que je suis pas... tant que j'ai pas les moyens de faire uniquement ma musique, tant que ma musique ne rapportera pas le nécessaire pour pouvoir vivre correctement, je continuerai de faire d'autres choses à côté. Je sais que j'aimerais beaucoup faire de l'acting aussi. Je sais que le fait d'interpréter le rôle de Joséphine et de voir aussi ce côté comédie dans lequel je prends beaucoup de plaisir, je sais que ça me donne aussi envie, pourquoi pas, d'avoir des petits side quests, de pouvoir faire à côté, pourquoi pas un peu de comédie, dans des séries, des films, peu importe. En fait, c'est la chance aussi que j'ai d'être intermittente du spectacle, c'est que je peux faire des cachets en faisant des choses qui me plaisent, tout en diversifiant aussi ces activités-là. Et à côté, garder le focus et la concentration maximale sur mon projet en tant que Shaina Ponzola, et pas en tant qu'interprète, mais vraiment en tant que moi, à 100% dans ce que je raconte, dans mes textes, dans ma vie, dans ce que je me transmettre artistiquement. La date exacte du EP ? J'ai pas encore de date exacte. Ah, d'accord. Pour l'instant, je peux pas la dévoiler. D'accord, mais on sait que c'est au printemps. C'est au printemps. On l'annoncera dès qu'on saura. Avec plaisir. Voilà. Et on te retrouve à Bobino les jours. Alors là, maintenant, on joue plus 5 fois par semaine, c'est fini. Oui. Et pour les prolongations, on joue les samedis à 16h30 et 21h, et le dimanche à 17h. Donc voilà. Sachant qu'il y a quelques week-ends là sur le mois de mars et le mois d'avril que je ne vais pas faire, que je laisse à ma doublure, justement parce que j'ai sorti un single et que j'ai besoin de temps pour ma promotion de ma musique. Mais que ce soit moi ou ma doublure, vous ne serez pas déçus du spectacle. C'est une vraie parenthèse artistique et riche en informations, en culture. C'est vraiment un très beau moment à passer, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Super. Écoute, on sent chez toi de toute façon une artiste en mouvement comme ça, et puis encore en train de se découvrir aussi. C'est ce qu'il y a de bien, parce que c'est en se découvrant qu'on arrive à toucher aussi le public. Et tu le touches déjà, et tu vas le toucher encore plus, j'en suis certaine. Alors je te souhaite de continuer à avancer avec cette vérité-là que tu as, et puis sans jamais perdre ta vibes particulière, qui fait ta singularité. Je te dis merci, Shana. Je te dis merci à toi, Mika. Merci d'avoir été notre soleil du jour. Avec grand plaisir. Merci à toi pour la discussion et les mots d'encouragement et d'amour. Ça fait trop plaisir. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, #EKODELAKTU, Écho de l'actu. Et pour bien nous dire au revoir, je vous laisse avec notre invitée, Shaina Ponzola, sur son interprétation du titre « J'ai 2 amours » du spectacle Joséphine Baker à Bobino. Vous pouvez retrouver ce single sur toutes les plateformes de musique. On dit qu'au-delà des mers, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai 2 amours,
Sur la rive parfois, au lointain j'aperçois un paquebot qui s'en va. Vers lui je tends les bras et le cœur battant des mois à mi-voix, doucement je dis emporte-moi. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Par eux toujours, mon cœur est ravi. Ma savane